Souvent, les ONG des droits de l'homme, quand ils parlent des droits de l'homme, ils ne se limitent qu'aux droits civils. C'est comme ça qu'ils dénoncent les actes de torture, des exécutions sommaires, s'il y en a des choses comme ça. Je vais prendre l'exemple des avancées que le régime actuel ici a eu à connaître en matière de droits sociaux. L'avènement de la gratuité de l'enseignement, l'avènement de la gratuité de la maternité. Ça, ce sont des avancées concernant les droits sociaux. Malheureusement, les ONG des droits de l'homme n'abordent pas toujours ces aspects-là. Elles ne se contentent que des droits civils, qui ne sont qu'un aspect de cet ensemble de la problématique des droits humains. Le peuple est souverain. Au nom de cette souveraineté, le peuple se dit, c'est moi qui adopte une constitution, qui se met dans la peau du pouvoir constituant originaire. C'est le peuple, au nom de sa souveraineté. Maintenant, c'est le même peuple-là qui fixe les conditions de la révision du texte. Et le peuple, dans pareille situation, en dépit justement du pouvoir souverain qui les caractérise, le peuple-là est prisonnier des conditions posées. Moi, j'ai parlé des caprices du pouvoir constituant originaire. Dans la constitution de 2006, quels sont ces caprices? J'ai parlé de l'article 218, les organes qui interviennent pour provoquer la révision. Quels sont ces caprices? Les contextes, ça c'est l'article 219. Certaines matières auxquelles on ne doit pas toucher, l'article 220. Même si c'est la volonté populaire, dénonçons notre démarche est de réviser la constitution. Ce peuple-là est soumis au pouvoir constituant originaire. Voir la RDC candidater pour faire partie de cet organe-là, ça fait normal et dans les cadres des relations internationales. Pourquoi il y a eu ce levé de bouclier? Peut-être pour raison des sentiments, peut-être pour raison de positionnement politique. Est-ce que la situation des droits de l'homme dans les pays est aussi alarmante que cela? Non. Dans l'histoire du Conseil des droits de l'homme, nous avons connu des pays qui sont encore plus voyous en matière des droits de l'homme et qui ont y assiégé. Je n'irai pas loin. Je citerai l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Chine. Ce sont des États vraiment voyous en matière de droits humains. Vous savez, même au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, tous les États membres ont eu à être condamnés, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Espagne, le Royaume-Uni. Tous ces États ont eu à être condamnés pour violation d'une des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Si maintenant nous nous déportons sur le continent américain, là également nous avons une Cour interaméricaine des droits de l'homme où on a vu également les États-Unis être condamnés. Si eux arrivent à être condamnés pour violation justement des droits contenus dans l'instrument régional en matière des droits de l'homme, ça montre que la question des droits humains est un défi pour les États. On ne peut pas être satisfait. Ça suppose un travail permanent qui doit être fait pour améliorer la situation des individus en termes de dignité humaine. Est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous l'impression que le ministère des droits humains est en train de faire le travail qu'il devrait faire? Si le ministère arrive à comprendre ses attributions, moi j'ai peur. Moi je peux dire aujourd'hui non. Les questions des droits humains sont aujourd'hui inaudibles au niveau de la République démocratique du Congo. Et pourtant j'ai fait allusion à certaines avancées. On n'en parle pas. On laisse seulement la voix des ONG qui sont vraiment, c'est-à-dire la voix des ONG est très orientée. Parce que derrière ces ONG-là, nous avons les puissances occidentales. On laisse seulement la voix des ONG s'exprimer. Quel est maintenant le narratif que nous avons en tant que Congolais censé être traduit à travers la politique, justement la promotion des droits humains, à travers la politique, la protection des droits humains. Ça, on est les sans-bas. Les droits humains sont un défi. Et le ministère là a été créé justement pour être les porte-étendards, la vitrine même du pays en ce qui concerne les droits humains. Parce qu'en réalité, si ce ministère n'est pas actif, le ministère va se rendre compte qu'il a une coquille vide. Ce ministère s'alimente de sa dépendance justement d'autres ministères qui s'occupent des questions sectorielles des droits humains. Je cite ici la santé, je cite ici l'éducation, je cite les genres enfants et familles, je cite les affaires sociales et ainsi de suite. Du point de vue du droit, les changements de la Constitution ne rencontrent pas les droits. Vous comprenez? Ça ne rencontre pas les droits. Ça ne rencontre pas les droits. Ça n'a aucun fondement juridique. Ça n'a aucun fondement juridique, les changements de la Constitution. C'est quel fondement alors? Non, du pur fait, du pur fait. Parce que les changements de la Constitution supposent qu'on a fait une table rase de l'ordre constitutionnel et institutionnel qui existait. Ok. Ça ne violerait aucune loi. Ça ne viole aucune loi. C'est une situation de fait. Ce n'est pas les droits. C'est-à-dire, nous parlons droit dès l'instant où la Constitution est là.
Nous pouvons opter pour les changements de la Constitution. Rien ne nous interdit. Rien ne nous interdit. Et passer à la 4e République. Si on passe à la 4e République, c'est que nous allons mettre sur pied un nouvel ordre institutionnel. Ok, rien ne nous interdit. Mais sur le plan politique, moi je dis, les contextes ne les permettent pas aujourd'hui. Ne les permet pas. Alors c'est quoi ces contextes? L'absence de cohésion nationale. Si nous allons dans l'aventure justement de la révision, du changement, il est peut-être temps de provoquer des vrais débats, c'est-à-dire sortir un peu des arguments vraiment pauvres qui ne nous aident pas, qui provoquent juste des polémiques inutiles. Peut-être que cette commission nous aiderait... Des débats d'individus par exemple, des troisième mandats. Voilà, ça ce sont des débats qui ne nous aident pas à avancer. Hein. Peut-être cette commission nous aiderait maintenant à poser des vrais débats pour réfléchir sur la nécessité peut-être de provoquer la révision constitutionnelle ou à défaut provoquer les changements constitutionnels. Ça ne doit pas être un tabou. Faut-il changer ou réviser la Constitution en République démocratique du Congo? Les débats sont pleins au sein du monde scientifique, hein, mais aussi politique. Je dirais même au sein de la société savante, société civile, voire même les religieux se lancent aussi dans ce débat. Ça fait polémique dans notre pays. Nous allons parler de ça aujourd'hui au cours de cette émission. Révision ou changement de la Constitution. Quel est le juste milieu qu'il faut pour la République démocratique du Congo afin d'éviter de faire basculer ce pays dans une situation chaotique, imprévisible. Nous parlerons aussi de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Est-ce que l'image de la RDC est-elle ternie aujourd'hui avec tous les rapports de violations, je dirais, massives? L'expression ne vient pas de moi, mais de certains militants des droits de l'homme qui dressent un tableau apocalyptique des droits de l'homme dans notre pays. Voilà, ces deux matières-là seront abordées au cours de cette émission. Et pour la première fois, nous avons le plaisir, alors la joie indicible, de recevoir dans cette émission un professeur. Il est spécialiste des droits publics général, ancien doyen de la faculté des droits à l'université protestante du Congo, UPC. Il s'appelle bien le professeur Bawani. Messieurs les professeurs, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Charlequin. Merci beaucoup. Wow, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois, je dois le dire. Alors, monsieur le professeur, j'aimerais d'abord, avant que l'on entre dans le vif du sujet ou qu'on aborde le premier sujet, j'aimerais vous poser une question par rapport à la situation des droits de l'homme. On a vu récemment, lorsque la RDC avait candidaté pour siéger au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, beaucoup de levées de boucliers ici. Des ONG des droits de l'homme sont montés au créneau pour s'opposer à la candidature de la République démocratique du Congo. Ils ont dressé un tableau sombre. Est-ce que vous, en tant que professeur des droits publics, ayant une expertise dans le domaine, pensez-vous que la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo se porte comme un charme? Alors, monsieur Charlequin, merci pour cette question. D'emblée, j'aimerais bien préciser que cette façon-là de lever les boucliers pour s'opposer à la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme ne pouvait que étonner. Étonné. La République démocratique du Congo, comme État membre des Nations Unies, a les droits, comme tout autre État, de faire partie aux différents organes intergouvernementaux des Nations Unies. Et le Conseil des droits de l'homme, c'est un organe intergouvernemental. Quand je dis un organe intergouvernemental, c'est un organe composé des États membres.
Et il y a un quota qui est réservé à chaque bloc au niveau régional. Quand je parle des régions, c'est les continents ici. L'Afrique a c'est-à-dire son lot des États censés les représenter au Conseil des droits de l'homme. Et voir la RDC candidater pour faire partie de cet organe-là, c'est tout à fait normal et dans les cadres des relations internationales. Alors, pourquoi il y a eu ces levées de boucliers? Peut-être pour raison des sentiments, peut-être pour raison de positionnement politique. Est-ce que la situation des droits de l'homme dans les pays est aussi alarmante que cela? Non. Dans l'histoire du Conseil des droits de l'homme, nous avons connu des pays qui sont encore plus voyous en matière de droits de l'homme et qui ont y assiégé. Je n'irai pas loin. Je citerai l'Iran, je vais citer l'Arabie Saoudite, je vais citer la Chine. Ce sont des États vraiment, excusez-moi l'expression que je les qualifie de voyous en matière de droits humains. Et pourtant, ils ont réussi à être élus. Alors pourquoi priver la RDC d'un de ses droits naturels de siéger dans n'importe quel organe des Nations Unies en tant que membre des Nations Unies? Donc on peut siéger même si on ne respecte pas les principes minimalistes des droits de l'homme, on peut quand même y siéger là-bas. Hein? Ça, c'est le regard occidental qui a l'habitude de présenter le monde dans une dimension manichéenne. Il y a le bien, il y a le mal. Vous savez, même au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, cette organisation, c'est-à-dire cet organe juridictionnel qui regroupe tous les États membres du continent européen, tous les États membres ont eu à être condamnés, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Espagne, le Royaume-Uni. Tous ces États ont eu à être condamnés pour violation d'une des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Si maintenant nous nous déportons sur le continent américain, là également nous avons une Cour interaméricaine des droits de l'homme, où on a vu également les États-Unis être condamnés. Alors, si eux arrivent à être condamnés pour violation justement des droits contenus dans l'instrument régional en matière des droits de l'homme, ça montre que la question des droits humains est un défi pour les États. On ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être satisfait. Ça suppose un travail permanent qui doit être fait pour améliorer la situation des individus en termes de dignité humaine. C'est une question qui n'est pas figée, c'est une question qui est évolutive. Des fois, elle est ascendante et des fois, elle est aussi descendante. La pente est peut-être aussi descendante. Donc, vous voulez placer tous les pays, même les États civilisés, entre guillemets, sur les mêmes pieds d'égalité? Ils ne sont pas si modèles que ça en matière de droits humains. Quand on lit la jurisprudence, je vous ai cité des juridictions régionales en matière de droits humains, la Cour européenne des droits de l'homme ou bien la Cour interaméricaine des droits de l'homme, on retrouve justement ces États-là qui sont donneurs de leçons, qui sont condamnés pour violation d'une des dispositions prévues justement dans leur instrument régional en matière de droits humains. Alors, ils n'ont pas... La Corée du Nord, par exemple. Hein? La Corée du Nord a beaucoup d'autres régimes totalitaires à travers le monde. Vous n'allez pas comparer la situation de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, l'Afrique, de la Belgique, avec celle de la Chine. En matière de droits de l'homme, ça c'est clair quand même. C'est pas parce qu'il y a des pays qui acceptent, ou bien, comment je peux dire, qui mettent sur pied, ou bien qui acceptent encore la peine de mort, ce sont des pays dégradants, bien rétrogrades en matière de droits humains. Hein? Voilà un peu. Ce que nous devons faire en tant qu'Africains, sortir un peu de ces regards occidentaux, comme ça, qui s'imposent à nous, qui essaient de nous montrer justement le monde comme si eux étaient bons et que les autres étaient mauvais. Hein? Je vous ai dit, la situation des droits humains dans le monde montre que tous les États doivent fournir beaucoup d'efforts. Et la RDC aussi est dans cette réalité-là, comme les États-Unis, comme la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne ou comme encore la Corée du Nord. Alors, beaucoup de questions ont été posées. Hein? Les Congolais se posaient aussi beaucoup de questions de l'importance même de la RDC au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pourquoi faire autant de lobbying, beaucoup d'efforts pour finalement se retrouver au sein de ces conseils-là? Ça apporte quoi? Quelles sont les retombées au plan national, hein, une fois là-bas?
Mais en réalité, la RDC n'a pas fourni beaucoup d'efforts, contrairement à ce que les gens pensent. Voilà les mécanismes aussi simples, justement, pour candidater, justement, à un des organes des Nations Unies. Tout se passe au niveau de l'Union africaine à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est cet organe-là suprême de l'Union africaine qui accepte les candidatures des États africains. Certains pour le Conseil des droits de l'homme, d'autres pour le Conseil économique et social, d'autres encore en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité. Dès l'instant où on avait jeté les dévolus sur la RDC en tant que candidat au Conseil des droits de l'homme, les jeux étaient déjà, c'est-à-dire les dés étaient déjà lancés et les jeux étaient déjà joués, si je peux me répéter de la sorte. C'est que les blocs africains, lors de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, présentent ces candidatures au bloc latino-américain, au bloc asiatique. Alors, si vous prenez ces trois grandes régions du monde, à elles trois, elles constituent déjà une majorité pour faire passer les candidatures. Ainsi, les blocs africains votent pour les blocs latino-américains, votent pour les candidatures du bloc asiatique et vice-versa. Et c'est comme ça que nous arrivons à obtenir ce type de scores qu'on a obtenus. Ainsi, les États-Unis ou bien les blocs occidentaux de l'Europe occidentale peuvent s'opposer, ou les États-Unis peuvent s'opposer. Ça n'aura aucune incidence quant à la machine déjà qui est en marche. Ok, voilà pourquoi j'ai dit la RDC n'avait même pas fourni beaucoup d'efforts. Alors, c'est quoi l'importance finalement de se retrouver? C'est ça ma question, de se retrouver au sein de ces instances qui apparaissent aux yeux de beaucoup d'autres personnes comme étant des institutions qui n'ont aucune conséquence sur la marche d'une nation ou qui n'a pas de conséquences économiques et autres. Bon, le problème n'est pas que seulement sur le plan interne. Hein. Je vais vous démontrer qu'il y a des conséquences sur le plan interne. Mais d'abord, dans le cadre des relations internationales, cela montre que la RDC fait partie même des concerts des nations et peut être membre justement dans certains organes intergouvernementaux des Nations Unies. Je vous avais dit que c'est un droit naturel pour chaque État. Et là, en termes de prestige comme ça diplomatique, ça montre que nous pouvons être également au Conseil des droits de l'homme comme diplomatique. Prestige diplomatique, au même titre que les autres États. Si aujourd'hui nous sommes au Conseil des droits de l'homme, demain nous serons par exemple au Conseil de sécurité comme membres non permanents. Je vous ai dit, c'est un droit naturel comme ça des États que de faire partie de ces organes intergouvernementaux. Bon, maintenant la question de savoir quelles seraient les retombées pour la RDC. Mais justement, c'est l'occasion qui nous est donnée en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, de réfléchir, d'avoir un regard introspectif pour essayer maintenant d'améliorer également la situation des droits humains. Parce qu'en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, la RDC va commencer maintenant à juger les autres États. Alors j'utilise l'expression juger, c'est une façon de dire que la RDC fera partie de ceux-là qui vont maintenant examiner les rapports que d'autres États membres des Nations Unies vont déposer en ce qui concerne la situation des droits de l'homme chez eux. Alors si nous sommes examinateurs, nous sommes censés avoir un regard également sur nous-mêmes. Alors, on ne peut pas être examinateur et faire des recommandations aux autres tout en sachant que nous-mêmes nous avons des failles à notre niveau. Ça, c'est l'occasion qui nous est donnée. Si nous voulons être modèle, l'occasion qui nous est donnée. Je vous ai présenté la situation des droits humains dans le monde comme étant un défi pour les États. Et pour la RDC aujourd'hui, c'est un défi pour améliorer les points faibles en matière de droits humains. Et c'est là même, et c'est l'avantage que nous avons, ça rencontre même la préoccupation du président de la République. Mais est-ce que lorsque vous regardez la situation des droits de l'homme aujourd'hui, parce que nous avons des cas que les ONG documentent chaque jour ici, que ce soit la Voix des Sans-Voix, que ce soit n'importe quelle autre organisation non gouvernementale des droits de l'homme, ils chargent la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avons-nous connu des avancées ou avons-nous reculé depuis, par exemple, 6 ans que Tshisekedi est au pouvoir, selon vous? Ça dépend de quel côté l'on se situe. Alors voilà, souvent les ONG des droits de l'homme, quand ils parlent des droits de l'homme, ils ne se limitent qu'aux droits civils.
C'est comme ça qu'il dénonce les actes de torture, des exécutions sommaires, s'il y en a des choses comme ça. Des marches, des réprimes, des choses comme ça. Mais c'est très restrictif, justement, la problématique des droits humains. Qu'est-ce qu'on fait justement des droits économiques? Qu'est-ce qu'on fait des droits sociaux? Qu'est-ce qu'on fait des droits culturels? Je vais prendre l'exemple des avancées que le régime actuel ici a eu à connaître en matière de droits sociaux. L'avènement de la gratuité de l'enseignement, l'avènement de la gratuité de la maternité. Ça, ce sont des avancées concernant les droits sociaux. Alors, souvent, on ne communique pas là-dessus. Peut-être parce qu'on ne comprend pas la problématique même des droits sociaux. Les droits sociaux ici, ce sont des droits qui imposent à l'État les obligations d'agir. Et l'État doit agir en fonction de ses moyens. C'est-à-dire, nous qui sommes bénéficiaires de ce droit, du fait du pouvoir que nous avons donné à l'État, nous sommes devenus de plus en plus demandeurs, nous sommes devenus de plus en plus capricieux. Au-delà de l'aspect sécurité que nous attendons de l'État, là je reviens un peu sur la notion du contrat social, nous demandons maintenant à l'État ce qu'il puisse répondre à nos besoins économiques, à nos besoins sociaux. Et l'État cherche à s'assumer avec ses maigres moyens. C'est comme ça que vous allez voir, et ça c'est vraiment à saluer, ces régimes a eu à mettre sur pied cette histoire de la gratuité de l'enseignement qui constitue une sorte d'avancée sur le plan des droits sociaux. C'est vrai, il y a quelques failles, mais il faut vraiment améliorer. C'est vraiment une avancée. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Demain, nous aurons cette, comment ils ont appelé la couverture santé universelle. Ça, c'est un terme des avancées. Et là, il faut mettre ça sur le compte du gouvernement. Malheureusement, les ONG des droits de l'homme n'abordent pas toujours ces aspects-là. Elles ne se contentent que des droits civils qui ne sont qu'un aspect de cet ensemble de la problématique des droits humains. Alors là, ce n'est pas un actif à mettre de leur côté. Ça dépend aussi de la manière dont on est censé voir. L'avantage est que quand on parle des droits humains, on en parle en termes de protection. L'idée, c'est quoi? Tous les droits qui nous sont reconnus dans la Constitution, si ces droits-là sont violés, et l'État a l'obligation de nous garantir l'exercice et la jouissance de ces droits fondamentaux. Alors, les mécanismes de protection se présentent de la sorte que si l'État ne les fait pas, c'est que l'État a violé nos droits fondamentaux. Et là, pour obtenir le respect de ces droits, les citoyens n'ont qu'à se tourner vers les juges qui est le dernier rempart, le dernier recours censé justement nous remettre dans le respect de nos droits. Peut-être c'est parce que nous n'avons pas la culture des droits humains. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que nous faisons des arrestations arbitraires? Qu'est-ce que nous faisons des détentions qui se prolongent dans les temps? Des détentions des 10 ans, des détentions préventives des 10 ans, 5 ans. Est-ce que les justiciables qui sont victimes justement de cette pratique-là, rétrograde, est-ce que les justiciables ont ces réflexes-là d'attaquer l'État pour violation de leurs droits à la liberté? C'est là où maintenant nous sommes appelés à beaucoup travailler et c'est aussi ça le rôle de l'État. Former les Congolais à la culture des droits de l'homme. Nous n'avons pas ça. Des fois, on s'est dit, est-ce qu'on peut attaquer l'État devant le juge? Oui, les mécanismes des droits humains offrent cette possibilité-là d'attaquer l'État si l'État nous conteste justement les droits garantis par la Constitution. Peut-être que les gens se posent cette question-là. Attaquer l'État, mais oui, mais pour quelle finalité? Mais obtenir le respect de nos droits, ça se présente sous 3 formes. Soit, si nos droits sont violés, on peut attaquer l'État pour obtenir quoi? Que nous soyons réhabilités dans nos droits. On peut attaquer l'État pour obtenir que l'État puisse nous restituer nos biens, notre propriété. On peut attaquer l'État pour obtenir peut-être l'indemnisation si l'attitude de l'État est à l'origine des préjudices. Voilà les 3 démarches qui sont censées nous motiver comme ça à attaquer l'État. Mais au sein de l'État qui est tout puissant, l'État qui y a le dernier mot, et étant donné qu'il n'y a pas l'inexécution forcée contre l'État? Non, c'est là maintenant on se trompe. L'État est tout puissant.
Bon, maintenant, les droits humains viennent limiter la puissance de l'État en disant, oui, nous vous avons donné les mandats dans le cadre du contrat social. Mais vous devez agir pour maintenir l'ordre public, pour pourvoir aux besoins de la population. Mais vous ne pouvez agir que dans le respect justement des normes établies. Et c'est ça maintenant les droits humains. L'État a tous les pouvoirs. Mais alors, les pouvoirs de l'État ne peuvent pas aller à l'encontre de la dignité humaine, qui est l'élément moteur même des droits humains. Alors, monsieur le professeur, est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous l'impression que le ministère des droits humains est en train de faire le travail qu'il devrait faire en collaboration avec peut-être d'autres structures pour faire avancer la situation des droits de l'homme dans notre pays ou pour présenter une bonne image de notre pays, notamment au niveau international? Alors, il y a un aspect. Quand vous voyez l'ordonnance fixant les attributions des ministères, d'ailleurs, c'est l'ordonnance la plus récente ici, parmi les attributions reconnues au ministère des droits humains, on parle de la mission de promotion et la mission de protection des droits humains. On parle de la mission de vulgarisation des droits humains. On parle également de la mission d'élaborer les politiques d'amélioration des droits humains et élaborer également les rapports à adresser au Conseil des droits de l'homme ou bien encore à toutes les instances internationales au niveau des Nations Unies ou bien au niveau africain qui parlent justement, qui traitent des questions des droits de l'homme. Est-ce que ces ministères arrivent à comprendre ces attributions? Moi, j'ai peur. Moi, je peux dire aujourd'hui non. Parce que la problématique des... Le ministère des droits humains? Oui, le ministère des droits humains. Faire ce travail? Mais les questions des droits humains sont aujourd'hui inaudibles au niveau de la République démocratique du Congo. Et pourtant, j'ai fait allusion à certaines avancées. On n'en parle pas. On laisse seulement la voix des ONG, qui sont vraiment, c'est-à-dire la voix des ONG est très orientée. Parce que derrière ces ONG-là, nous avons les puissances occidentales. On laisse seulement la voix des ONG s'exprimer. Quel est maintenant les narratifs que nous avons en tant que Congolais, censés être traduits à travers la politique, justement la promotion des droits humains, à travers la politique, la protection des droits humains? Ça, on ne les sent pas. Alors, maintenant, moi, dans ma réflexion, je me dis, est-ce que les animateurs comprennent seulement la problématique des droits humains? Je ne crois pas. On ne peut pas s'attendre dans les cadres, on a fait allusion au Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle un des mécanismes phares, c'est l'examen périodique universel, où l'État congolais doit présenter son rapport sur l'état des droits humains au pays, et également à côté, les ONG nationales ou bien internationales présentent également leurs rapports. On ne peut pas s'attendre à ce que toutes ces ONG-là, téléguidées par les puissances occidentales, présentent un rapport qui serait favorable à l'État congolais. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, fournir comme effort pour faire entendre la voix du Congo en termes d'avancées législatives par rapport à nos engagements internationaux en matière de droits humains, en termes de mesures d'application des lois que nous avons prises, en termes de jurisprudence congolaise? On a les conseils, la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, la Cour de cassation. Est-ce que nous arrivons à mettre cela en avant? Est-ce que nous sommes en train de vendre le pays en termes d'avancée des droits humains? C'est vrai, la situation n'est pas toujours réluisante. J'ai dit c'est normal, ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo, c'est partout dans le monde. Après, j'ai dit les droits humains sont un défi et le ministère là a été créé justement pour être les porte-étendards, la vitrine même du pays en ce qui concerne les droits humains. Nous devons en être fiers de parler droits humains au Congo. Nous devons être fiers de parler droits humains en termes d'avancée. Et c'est le rôle même de ces ministères-là, qui est de travailler avec toutes les composantes de la société en matière de droits humains, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des ONG, que ce soit au niveau du syndicat, que ce soit au niveau des églises, c'est ça que ce soit même avec la Commission nationale des droits de l'homme, c'est ça même les rôles de ces ministères-là. Parce qu'en réalité, si ces ministères n'est pas actif, le ministère va se rendre compte qu'il a une coquille vide. Ces ministères s'alimentent de sa dépendance justement d'autres ministères qui s'occupent des questions sectorielles des droits humains. Je cite ici la santé, je cite ici
l'éducation, je cite les genres enfants et familles, je cite les affaires sociales, et ainsi de suite. Alors, monsieur le professeur, il a été dit que d'ici le 5 novembre, la RDC va comparaître au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ça sera pourquoi cette fois-ci? Les 5, c'est déjà dans quelques heures. Oui, ça sera pour juste défendre notre thèse par rapport au rapport que nous avons déposé. C'est ce que moi j'ai appelé les mécanismes d'examen périodique universel. Et c'est l'une des missions même phares du Conseil des droits de l'homme. Je vais expliquer un peu ce mécanisme-là. C'est-à-dire chaque année, les États sont dans l'obligation de présenter à cet organe des Nations Unies un rapport sur la situation des droits de l'homme dans leur pays en fonction justement de leurs engagements internationaux dans les domaines des droits humains. C'est-à-dire, la RDC a signé plusieurs conventions internationales en matière de droits humains. Mais il faut maintenant qu'au niveau des Nations Unies, qu'il y ait un mécanisme de contrôle pour s'assurer où nous en sommes avec justement la mise en œuvre de ces engagements internationaux. Et c'est ça même le rôle de cet examen périodique universel. On appelle ça EPU. Alors, comment les choses se passent? L'État est appelé à adresser un rapport au Conseil des droits de l'homme pour montrer, que concernant telle convention internationale, voici la mesure ou les mesures législatives que j'ai prises. Donc j'ai pris une loi. 2, comme j'ai pris une loi, voici les modalités d'application. Voilà l'arrêté, voilà les décrets, bien l'ordonnance des mises en œuvre de la loi. 3, l'État doit démontrer également que si les questions de violation des droits garantis par ces instruments internationaux se posent, voici l'orientation que prend la justice congolaise. Et là, l'État va mettre en avant la jurisprudence congolaise. Alors, si le Conseil nous avait fait des recommandations, nous devons aussi mettre en avant pour dire que non, par rapport aux recommandations que vous nous avez données pour améliorer dans tel secteur, voici comment nous avons fait. Maintenant, quand l'État présente son rapport, le Conseil analyse ces rapports. Sur base du rapport parallèle qui a été déposé par les ONG des droits de l'homme et aussi sur base du rapport qui a été déposé par les Nations Unies via le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, institut qui se retrouve presque dans tous les pays. Alors, souvent, quand on analyse les rapports de l'État et les rapports d'autres organes, on se rend compte que non, c'est le jour et la nuit. Et c'est là où maintenant le Conseil des droits de l'homme liste les incohérences dans les rapports du gouvernement tout en lui demandant de préparer sa défense. C'est que notre ministre des droits humains va faire demain, puisqu'il va comparaître demain au nom de la République démocratique du Congo. C'est pour présenter la défense. C'est le 5 novembre. Hein, c'est le 5, oui. Voilà. C'est pour présenter la ligne de défense de la RDC par rapport aux observations qui ont été faites par le Conseil des droits de l'homme. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements en rapport avec la situation des droits de l'homme dans le pays. Parlons maintenant de cet autre sujet brûlant. Il s'agit bien entendu de la révision ou changement de la Constitution. Vous qui êtes professeur de droit public, est-ce qu'aujourd'hui, doit-on parler finalement de la révision de la Constitution ou du changement de la Constitution avant qu'on aille un peu plus loin? Ça dépend. Ça dépend du point de vue du droit, parce que nous avons tous suivi le président Tshisekedi à Kisangani, son discours en Lingala, et le débat est lancé. Il y a les gens qui soutiennent le changement de la Constitution pour l'avènement de la 4e République, et ceux qui disent qu'on ne peut pas changer la Constitution parce qu'il n'y a aucune base juridique légale qui donne le président ou les régimes le pouvoir de changer la Constitution. Il n'y a qu'une révision qui peut se faire à l'exception des matières verrouillées. Non. Ça dépend de la démarche politique que l'on peut mener. La Constitution est une œuvre faite par les hommes. Comme c'est une œuvre humaine, elle est sujette à la faillitude humaine.
donc elle est sujette à erreur. Donc c'est un texte perfectible qui peut faire l'objet de modifications. Bon, maintenant la question qui doit être posée, quelle est la démarche politique que l'on peut suivre? Il y a deux démarches qui se présentent vous-même et vous l'avez dit. Soit on peut opter pour la révision constitutionnelle, soit on peut opter pour les changements de la Constitution par l'adoption d'une nouvelle Constitution. Alors maintenant, qu'est-ce qui est bon pour notre pays? C'est ça maintenant peut-être l'objet même de ce débat. Et c'est la question que je vous pose, parce qu'aujourd'hui, doit-on opter pour le changement de la Constitution ou de la révision constitutionnelle dans ces contextes de bouillonnement politique et de tensions sociales qui sont perceptibles? Alors, Monsieur Charles-Quint, je crois que notre débat ici a une forte connotation pédagogique. Alors, il faut prendre soin d'expliquer à l'opinion publique, aux téléspectateurs, ce que c'est une révision constitutionnelle, ce que c'est un changement constitutionnel. Commençons par la révision. Quand on parle de la révision constitutionnelle, c'est le mécanisme de modification de certaines dispositions de la Constitution prévues par la Constitution elle-même. Okay, c'est ça la révision. C'est-à-dire la Constitution elle-même prévoit les modalités de son amélioration en changeant certains articles. Maintenant, quand nous prenons la Constitution qui nous régit aujourd'hui, c'est-à-dire la Constitution dit je peux être révisé, mais voici les préalables qui doivent être respectés si vous vous lancez dans cette entreprise de la révision. Quels sont ces préalables? Un, il faut identifier les organes compétents censés provoquer cette révision-là. Ça, c'est l'article 218. Deux, il ne faut pas me réviser dans un contexte bien particulier, notamment d'état de guerre, d'état de siège ou d'état d'urgence. 3. Si vous acceptez de me réviser, c'est-à-dire de poser à la révision, il y a des articles auxquels vous ne devez pas toucher. Ça, c'est l'article 220 de la Constitution. Alors, si nous nous disons que cette Constitution doit être révisée, nous n'avons qu'à respecter justement ces trois paradigmes-là. Je pourrais même ajouter un quatrième paradigme. Ça, c'est ce que nous avons dans l'article 216 de la Constitution. C'est l'hypothèse où, en cas de ratification d'un traité international, si on se rend compte que c'est-à-dire les traités renferment des dispositions qui sont contraires à la Constitution, avant de procéder à la ratification du traité, c'est le président qui est l'autorité de ratification. Il faut provoquer la révision de la Constitution. Ça, c'est un cas bien particulier. Souvent, les gens n'en parlent pas. Donc voilà, nous avons ces quatre paradigmes-là. Alors, aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un contexte de l'état des sièges. Oui. Et si demain, on parvient à lever, par exemple, l'état des sièges, la RDC peut initier une révision constitutionnelle. Les régimes, ceux qui ont le pouvoir de le faire, le président de la République et les autres catégories prévues par la même Constitution. Ça ne suffit pas. Oui, l'état des sièges a été décrété dans 2 provinces. Mais au-delà de l'état de siège, il y a une situation de fait que nous sommes en train de vivre du fait de l'agression rwandaise. C'est cet état de guerre. C'est vrai, il y a une tendance qui s'élève pour dire mais la guerre doit être déclarée. C'est ça ce que dit la Constitution. Oui, ça c'est ce que dit la Constitution. Doit déclarer l'état de guerre. Ça c'est ce qui n'a pas été fait jusque-là. C'est ce qui n'a pas été fait. Mais voyons maintenant, alors, quand le président déclare l'état de guerre, on est dans une démarche de montrer notre intention justement de faire la guerre. J'aime bien cette expression latine qui fait allusion à l'animus belligerendi, c'est-à-dire notre intention de belligérance, notre intention de faire la guerre justement à l'état ennemi.
Ok, ça c'est selon la déclaration. Mais au-delà de la déclaration de guerre, mais il y a une situation de fait qu'on doit constater. Aujourd'hui, du fait de l'agression, nous sommes dans une situation justement de guerre qui s'est imposée à nous. Nous n'avons pas besoin... Guerre non déclarée. C'est une guerre non déclarée. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de mettre en avant cet état de guerre. La preuve, alors là je vous amène maintenant sur le terrain du droit international. Je suis dans les conventions de Genève de 1949 qui, dans les 4 conventions là, nous avons l'article 2 qui est commun aux 4 conventions qui définit ce qu'est un conflit armé. Alors cet article présente les conflits armés sous 3 angles. 1, il y a conflit armé en cas de déclaration de guerre. C'est cet animus belligerendi. 2, il y a conflit armé en cas d'entrechoc des armes. Ça, c'est une situation de conflit armé de fait. Vous tirez, moi je réagis et comme ça, il y a entrechoc des armes. Ça, c'est une approche objective des conflits armés. 3, il y a conflit armé en cas d'occupation militaire d'une partie de l'ensemble du territoire par une puissance étrangère. Même si cette occupation ne s'accompagne pas même d'un État, c'est-à-dire d'entrechoc des armes. Dès l'instant où il y a une puissance étrangère sur votre territoire, sans votre consentement, nous sommes dans une situation de guerre. Voilà ce que dit le droit international. Maintenant, si nous devons maintenant transposer cette réalité en République démocratique du Congo, nous sommes dans un état de guerre. Il y a conflit armé en République démocratique du Congo. Et là, nous ne devons pas justement nous cacher face à cette évidence, c'est cela. Donc, là vous faites les droits comparés. Est-ce que le fait qu'un président déclare la guerre égale l'état de guerre de fait? C'est la même chose ou il y a une différence? Non, il y a une différence. Il y a une différence. Et quelles sont les conséquences juridiques? Parce que vous dites que nous sommes dans un état de guerre de fait, donc on ne peut pas réviser la Constitution. Or, la Constitution parle de la déclaration de l'état de guerre comme condition préalable avant toute révision de la Constitution. Quelles sont alors les conséquences maintenant? L'avantage avec la Constitution comme instrument juridique, la Constitution également a son approche interprétative. C'est une approche interprétative qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus dynamique et qui est beaucoup plus souple. Alors, il faut saisir la Cour constitutionnelle en ce moment-là. La Cour constitutionnelle peut maintenant nous aider par rapport à ça. Mais ça n'empêche pas à la doctrine, à nous qui sommes des penseurs de droit, justement, de donner une interprétation par rapport justement à la pratique et puis à l'expertise que nous avons. Alors, c'est quoi justement cette interprétation? Quand on parle de l'état de guerre, sur le plan de l'entendement littéral, c'est-à-dire le texte, textuel, on va penser justement à cette déclaration de guerre. Oui, on dira que la Constitution les prévoit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'une situation de fait qui s'impose à nous? Vous allez entendre assez que vous soyez dans une situation de belligérance, vous allez entendre assez que le président fasse sa déclaration. C'est une situation de conflit armé qui s'impose à nous. Voilà pourquoi je dis, ici, il faut avoir une approche interprétative extensive qui permet à ce qu'on puisse faire entrer dans les champs du droit justement des éléments qui échapperaient justement à ces périmètres-là du fait d'une interprétation très restrictive même de la Constitution. Mais est-ce que si le président qui n'a pas déclaré la guerre décidait au lendemain par exemple de la levée de l'état des sièges de modifier la Constitution, est-ce qu'il aurait violé la Constitution en dépit du fait qu'il y a un état de guerre de fait? Oui. Ah bon? Alors, la raison est simple. Nous sommes en train de parler du pouvoir de révision, que certains auteurs appellent les pouvoirs constituants dérivés par rapport aux pouvoirs constituants originaires. Les pouvoirs constituants originaires, c'est ces pouvoirs qui met à la place, c'est-à-dire qui met la Constitution à la disposition d'un État pour régir maintenant l'organisation et le fonctionnement des institutions. Les pouvoirs des constituants dérivés, c'est ça les pouvoirs dits de révision. Ces pouvoirs-là, c'est-à-dire nés de la volonté du pouvoir constituant originaire, qui fixe les conditions justement de cette révision. Alors, si on doit citer ces conditions, moi je vous ai cité justement ces 4 paramètres-là. Les articles 216, 217, 216, 217, 219 et 220.
Voilà, c'est à ces niveaux-là. Alors, quand vous prenez l'article 219, dit les contextes d'état de siège, d'état d'urgence, d'état de guerre ne peut pas permettre à ce qu'il y ait révision. Alors, si nous sommes démocrates, parce que nous appelons une république démocratique du Congo, si nous sommes une république démocratique, c'est que dans notre ADN, nous devons avoir les germes même de l'état de droit. Et ça doit transparaître même dans les chefs des institutions. Et là, moi, je fais confiance à notre président de la République. Donc, en tant qu'institution. Pas de révision, même si demain on levait l'état de siège. Pas de révision. Alors, si on veut aller dans une démarche où ces textes doivent être bougés, parce que le contexte ne les permet pas. Parce que le pouvoir constituant dérivé, c'est un pouvoir qui est limité aux caprices du pouvoir constituant originaire. Maintenant, si on se rend compte que ces caprices-là ne permettent pas à ce qu'on puisse faire bouger le texte. Mais la deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est vous-même qui avez cité cette expression-là, les changements de la Constitution. C'est-à-dire, on fait une sorte de table rase pour commencer maintenant une nouvelle aventure. C'est-à-dire, nous aurons maintenant un nouveau pouvoir constituant originaire qui va jeter les bases d'une nouvelle constitution et donc de la 4e République. Cela n'est pas interdit. Il ne faut pas rester dans les dogmes où les textes ne doivent pas être touchés. Cela n'est pas interdit, mais à la seule condition. Et cette condition n'est pas juridique. Cette condition, elle est politique. Les contextes politiques aujourd'hui ne le permettent pas. On a parlé, bien entendu, du changement de la Constitution, mais retenons un instant sur l'initiative de la révision constitutionnelle. Vous avez évoqué les pouvoirs, je dirais, du pouvoir constituant originaire. Vous pensez vraiment, vous, en tant que professeur de droit, spécialiste de droit public, que le pouvoir constituant originaire a arraché et limité même la souveraineté de tout un peuple? Mais la souveraineté de tout un peuple... Celui qui est le souverain des souverains, il aura, aussi longtemps que la Constitution qui émane de lui existera, il aura même acheté ou ravalé la souveraineté de tout un peuple. Alors, restons dans l'histoire constitutionnelle de notre République. En 1964, avec la constitution de Luluabourg, c'est une constitution qui a été négociée par les protagonistes politiques et militaires. OK, parce qu'il fallait mettre fin à la période de troubles post-indépendance. De cette négociation est née la constitution de Luluabourg qui est passée par référendum. OK. Alors là, par la sorte, nous rencontrons votre thèse. Comme on sollicite le peuple, comme on consulte le peuple, on dira, voilà les pouvoirs souverains qui s'est exprimé. Bon, dans pareille thèse également, on pourra prendre la constitution de 1967 et qui est dite révolutionnaire. Ici, c'était dans un contexte où Mobutu est tout puissant, qui, avec ses amis, pondent une constitution et ça a été approuvé par voie référendaire. Maintenant, revenons à 1994. C'est l'acte constitutionnel de la transition, qui est aussi l'exemple type d'une constitution approuvée, négociée par les protagonistes politiques, ce qui était des listes orales et ce qui était la mouvance présidentielle. Vous comprenez? C'est cette constitution-là qui a régi la transition, qui a permis d'avoir quand même une période de stabilité avant l'avènement des Moussa Laurent Désiré Kabila. Maintenant, on doit se poser la question. Ceux-là qui avaient doté du fait de la négociation politique, qui avaient mis fin à la crise et dédoublement institutionnel dans les contextes de 1994, avec quelle légitimité? Parce que l'acte constitutionnel de la transition n'a pas été présenté au peuple. Mais c'est cette constitution-là qui nous a régis. Mais on s'en était même pas offusqué. Moi qui donne le cours des droits humains, quand on voit les dispositions constitutionnelles en matière des droits humains dans cette constitution, moi je dis c'est une avancée. C'est une avancée en matière des droits humains. J'ai revu en 2003. Cette constitution, voilà une autre constitution qui est négociée. Voilà.
C'est-à-dire, on avait d'un côté, pas que les belligérants, ça c'est une mauvaise lecture de l'histoire. Il y a les belligérants. Il y a également, c'est-à-dire, il y a des protagonistes militaires, ou, voilà. Et il y a également les protagonistes politiques, c'est-à-dire cette opposition non armée. C'était l'opposition armée et l'opposition non armée qui s'étaient retrouvés avec ceux-là qui étaient au pouvoir pour négocier justement l'accord politique qui a donné naissance à cette constitution. Et ça nous a régis pendant la transition jusqu'à asseoir maintenant des véritables institutions. Pourquoi ça n'a pas choqué? Pourquoi ça n'a pas choqué? Par là, qu'est-ce que je veux? Bon, c'est vrai, la Constitution de 2006 est passée par voie référendaire. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? La Constitution, peu importe la manière dont la Constitution est créée, ça peut être du fait justement des recours au peuple. Ça, c'est une Constitution dite approuvée par référendum. Ça peut être du fait des négociations politiques pour mettre fin à une crise militaire, une crise politique. Ça peut être aussi l'effet de la volonté d'une personne ou encore d'une puissance. Ça, c'est les décrets loi constitutionnels de 1997 de Mousan Laurent Désiré Kabila ou encore la loi fondamentale de 1960. Le plus important est que quand on parle d'un pouvoir constituant originaire, que ça soit, c'est-à-dire nous partons du néant pour donner corps à quelque chose et censé régir les institutions. C'est-à-dire la Constitution a pour mission de doter les pays justement des organes et de mettre sur pied les mécanismes d'articulation entre les différents organes. Ça ne doit pas choquer. Mais est-ce que les constituants, les pouvoirs constituants originaires, c'est ça ma question, a-t-il acheté, ravalé même la souveraineté d'un peuple? Mais c'est ma question. Mais c'est le peuple qui s'est exprimé. C'est le peuple qui s'est exprimé. Est-ce que le peuple ne peut pas encore s'exprimer une fois consulté? Non. Le peuple ne peut pas s'exprimer. Il doit se limiter seulement dans les limites fixées par les pouvoirs les pouvoirs constituants originaires, c'est-à-dire créer quelque chose du néant. Il donne corps. C'est comme un peu Dieu qui, du néant, crée la terre, crée les arbres, crée la mer, crée voilà, les animaux. Dieu façonne ça selon ce qu'il veut, à sa manière. C'est ça les pouvoirs constituants originaires. Maintenant, il s'est dit, si cette œuvre peut faire l'objet justement de quelques retouches, voici les conditions que je pose. Mais c'est parce qu'il a tous ces pouvoirs-là, même d'imposer une sorte de caprice. Des caprices. Mais il va solliciter quand même l'avis du souverain que lui-même a fixé dans son pouvoir, qui est le peuple. Ça dépend. La Constitution dit dans quelle hypothèse dans laquelle la révision peut recourir au peuple. La même Constitution dit dans quelle hypothèse aussi l'initiative vient des chambres, comment on peut dire, l'Assemblée nationale ou bien le Sénat. Je crois la majorité des 3/4. On peut, c'est-à-dire si les deux chambres se réunissent en congrès, on peut réviser la Constitution sans recourir au peuple. Voilà, ça c'est la Constitution elle-même qui le dit. C'est ça même la particularité du pouvoir constituant originaire. C'est ça la particularité. On peut réviser la Constitution sans recourir au peuple. C'est ce qu'on a connu en 2011. Les congrès s'est réunis et... Où les matières verrouillées étaient même touchées, hein? Bon, ça c'est notre débat. Je suis devant un problème. C'est peut-être ça maintenant la faiblesse. C'est ça la faiblesse. On est allé au-delà de la volonté du pouvoir constituant originaire. Ça, c'est trahir même la pensée, l'esprit ou l'essence même du pouvoir constituant originaire. Dans notre Constitution aujourd'hui, le pouvoir constituant originaire dit on ne peut pas toucher à l'article de ça, c'est-à-dire aux matières contenues. Même si le peuple lui-même manifestait, s'exprimait à 90% dans la rue pour dire on déverrouille les matières verrouillées, il va s'éviter au pouvoir du constituant originaire. Dès l'instant où notre entreprise consiste à la révision de la Constitution, les maîtres mots sur le pouvoir constituant dérivé au pouvoir constituant institué. Institué par qui? Par les pouvoirs constituants originaires. Et le pouvoir constituant dérivé a un pouvoir limité. Même si on recourt au peuple,
il n'est pas question de mettre fin à cette constitution, il est question de retoucher aux dispositions de cette constitution pour l'adapter aux réalités. C'est toujours le pouvoir décider de revenir sur les matières verrouillées. C'est un pouvoir constituant dérivé ou institué et qui doit subir les caprices imposés par les pouvoirs constituants originaires. Que dit le pouvoir constituant originaire? Les matières contenues dans l'article 220 sont verrouillées. On ne peut pas toucher à ça. Si ces matières-là fourmillent au point de pousser à ce qu'on touche, j'ai dit abandonner l'entreprise de la révision et aller dans l'aventure du changement de la Constitution par l'adoption d'une nouvelle. C'est aussi simple que ça. Monsieur le professeur, parce qu'il y a des camps qui s'affrontent aujourd'hui au sein des scientifiques. Il y a ceux qui disent que les pouvoirs et même les doctrinaires qui disent que la science évolue, les pouvoirs constituants originaires n'arrachent pas, ne limitent pas la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui a les derniers mots, même sur les pouvoirs constituants originaires, parce qu'il peut se prononcer sur n'importe quelle matière une fois consulté. Et ceux qui disent que le peuple doit se limiter dans les limites, permettez-moi l'expression, fixées par le pouvoir constituant originaire. C'est quoi votre point de vue avant que je vous pose une autre question? C'est vrai, ces débats existent dans la doctrine. Ces débats existent dans la doctrine. Alors, moi, j'ai une opinion aussi simpliste que ça. Le peuple est souverain. Au nom de cette souveraineté, le peuple s'est dit, c'est moi qui adopte une constitution, qui s'arroge le pouvoir constituant, c'est-à-dire qui se met dans la peau du pouvoir constituant originaire. C'est le peuple, au nom de sa souveraineté. Maintenant, c'est le même peuple-là qui fixe les conditions de la révision du texte. Et le peuple dans pareille situation, en dépit justement du pouvoir souverain qui les caractérise, le peuple là est prisonnier des conditions posées. Moi, j'ai parlé des caprices du pouvoir constituant originaire. Dans la Constitution de 2006, quels sont ces caprices? J'ai parlé de l'article 218, les organes qui interviennent pour provoquer la révision. Quels sont ces savez, les contextes. Ça, c'est l'article 219. Les contextes, vous avez parlé d'état d'urgence, oui, on a parlé de ça. Sièges, quels sont ces caprices? Certaines matières auxquelles on ne doit pas toucher l'article 220. Alors, même si c'est la volonté populaire, dénonçons notre démarche est de réviser la Constitution. Ce peuple-là est soumis au pouvoir constituant originaire. Et c'est ça, au pouvoir et c'est ça même le charme du droit. C'est ça même les charmes du droit. Donc le peuple est soumis non à sa souveraineté, mais au caprice du pouvoir constituant originaire. Parce que le pouvoir constituant dérivé ou institué tient sa légitimité de la volonté du pouvoir constituant originaire. Vraiment, les scientifiques vont encore batailler pendant plusieurs mois. Alors, changement de la Constitution, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans ces contextes politiques tendus, dans ce contexte de guerre des faits, l'état de guerre des faits, parce que pour vous, vous pensez que même si le président n'a pas fait une déclaration de guerre, nous sommes au regard du droit international, on est dans un état de guerre et dans ce contexte, on peut initier les changements d'une constitution pour l'avènement de la 4e République. Bon. Du point de vue du droit, ou bien du point de vue de la doctrine et du point de vue politique. Voilà. Je reste du point de vue politique. Parce que si... Du point de vue du droit d'abord. On commence d'abord par du point de vue du droit. Non, du point de vue du droit, les changements de la Constitution ne rencontrent pas le droit. Vous comprenez? Ça ne rencontre pas les droits. Ça ne rencontre pas le droit. Ça n'a aucun fondement juridique. Ça n'a aucun fondement juridique, les changements de la Constitution. Ça, quel fondement alors? Non, du pur fait. Du pur fait. Ça a un fondement politique et non juridique. Politique, c'est du pur fait. Parce que les changements de la Constitution supposent qu'on a fait une table rase de l'ordre constitutionnel et institutionnel qui existait.
OK. Alors, ça ne violerait aucune loi. Ça ne viole aucune loi. C'est une situation de fait. Ce n'est pas les droits. C'est-à-dire, nous parlons droit dès l'instant où la Constitution est là. Vous comprenez? Mais dès l'instant où la Constitution n'est pas là, on ne peut pas parler droit. Alors, si nous allons dans cette démarche-là, dans quelle hypothèse on peut arriver à provoquer cette situation? Est-ce que parler du changement de la Constitution est une violation de la loi? Ont-ils raison de le dire? Ils ont tort. Ils ont tort. On viole quelle loi? On viole quelle loi? Seulement dans ma démarche politique, j'ai dit, nous pouvons opter pour les changements de la Constitution. Rien ne nous interdit. Rien ne nous interdit. Et passer à la 4e République. Si on passe à la 4e République, c'est que nous allons mettre sur pied un nouvel ordre institutionnel. Ok, rien ne nous interdit. Mais sur le plan politique, moi j'ai dit, les contextes ne les permettent pas aujourd'hui. Ne les permet pas. Alors c'est quoi ces contextes? L'absence de cohésion nationale ne les permet pas. Nous avons une partie, c'est-à-dire certains de nos frères qui ont décidé de prendre les armes pour contester les pouvoirs actuels. Ça, c'est une évidence. Même en violation de la loi. Même en violation de la loi. C'est une évidence. Plus de droits que ceux qui ne l'ont pas violé. C'est une évidence. Même si le comportement qu'ils ont adopté est punissable. Mais n'ayons pas l'évidence. Il y a une partie du territoire de la République démocratique du Congo qui se trouve entre les mains justement de ces personnes hors la loi. Donc on va se soumettre à leur caprice. Hein? Non, le problème, ce n'est pas de se soumettre à leur caprice. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'existence d'une cohésion nationale aujourd'hui? Il n'y en a pas. Et maintenant, les grands défis maintenant des dirigeants, c'est quoi? Travailler pour asseoir cette unité nationale, travailler pour asseoir cette cohésion. Et c'est là où le président de la République fournit beaucoup d'efforts. Vous allez vous rendre compte qu'il ne met pas beaucoup d'accent sur ces groupuscules-là qui ont pris les armes. Pour lui, il faut marteler sur l'agression rwandaise, parce que derrière ça, il y a un pays qui agresse et qui utilise justement les Congolais pour combattre les institutions en place. C'est pour dire que demain, si on arrive à obtenir le retrait du Rwanda, c'est que peut-être cette situation n'existera pas. Moi, c'est comme ça que moi, je comprends la démarche politique justement des dirigeants en place. Et ils n'ont pas tort. Et ils n'ont pas tort. Mais toujours est-il que nous avons une situation aujourd'hui où il y a absence de cohésion nationale. Vous voulez aller dans une démarche de changement de la Constitution, mais faites en sorte qu'il y ait un véritable débat national. Puisque vous faites allusion au peuple, on va soumettre ça au référendum. J'aimerais bien qu'on aille soumettre les référendums dans les localités de Rutshuru, dans les localités de Masisi. La preuve, même pour organiser les élections de 2023, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines localités qui n'ont pas eu à voter. Voilà. Si on n'a pas pu le faire avec les élections, mais pourquoi devons-nous le faire avec la Constitution? Le président a parlé de l'instauration d'une commission nationale multidisciplinaire. Ça veut dire que tous les Congolais vont siéger au sein de cette commission-là pour échanger. C'est une démarche sage qu'il a adoptée en tant que père de la nation. C'est une démarche sage. Peut-être à travers cette commission-là, on pourra, du fait des débats, des études, comprendre que non, peut-être il faut aller vers la révision, mais les contextes ne s'y prêteraient pas. Peut-être il faut aller vers les changements politiques, mais voilà aussi les contextes ne s'y prêteraient pas. Vous croyez vraiment à l'unanimité des Congolais autour du changement de la Constitution? Parce que vous parlez de la cohésion nationale. On a vu ici un acteur politique, pour ne pas le citer, Martin Fayoulou, qui a attaché le grelot pour qu'il y ait cohésion nationale. Mais au sein même de l'opposition, sa famille politique, l'opposition a dit qu'il n'y a pas question de cohésion nationale aujourd'hui, parce que ceux qui sont là, ce sont eux qui doivent travailler pour l'avancement du pays et non se retrouver dans un forum pour rechercher la cohésion nationale. Ça, vous l'avez quand même suivi? Mais oui, je l'ai suivi. Mais justement, c'est ça maintenant les grands défis. C'est ça les grands défis. On ne peut pas rester dans une sorte d'immobilisme. Quand le pays va avancer, en même temps, il faut essayer de mettre tous les Congolais autour d'une table. Moi, je ne veux pas qu'il y ait dialogue ou pas. Je ne sais pas c'est quoi la démarche. Toujours est-il que si nous allons dans l'aventure justement de la révision, du changement, il est peut-être temps de provoquer des vrais débats
et sortir un peu c'est-à-dire sortir un peu des arguments vraiment pauvres qui ne nous aident pas, qui provoquent juste des polémiques inutiles. Peut-être que cette commission nous aiderait... Des débats d'individus, par exemple, des troisième mandats. Voilà. Ça, ce sont des débats qui ne nous aident pas à avancer. Hein? Peut-être que cette commission nous aiderait maintenant à poser des vrais débats pour réfléchir sur la nécessité peut-être de provoquer la révision constitutionnelle ou à défaut provoquer les changements constitutionnels. Ça ne doit pas être un tabou. C'est un texte, on a dit, qui est perfectible. Ça ne doit pas être un tabou. Maintenant, comment on est en train de nous vendre cette entreprise, bien cette aventure de la révision des changements? On nous vend un mauvais produit. Les arguments là ne tiennent pas. Ce sont des arguments qui sont facilement démontables. Les arguments, par exemple, de l'instauration des régimes présidentiels qui est dans l'imaginaire congolais, hein, dans les sangs, même dans l'ADN politique du Congolais. L'instauration des régimes présidentiels, par exemple. Commençons par faire les débats. La limitation du nombre de partis politiques, parce qu'aujourd'hui, peut-être que demain ou le lendemain, on sera à 1000 partis ou à 5000 ou 10 000 partis. Certains pensent qu'on peut même réduire les partis à 2 ou 3. Mais c'est là maintenant l'opinion publique devait comprendre que tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ne trouveront pas solution dans la Constitution. Certains problèmes trouveront la solution dans les lois. Vous avez fait allusion justement au pluralisme politique exagéré chez nous. Mais la réponse est législative. Quand on adopte la loi électorale, quelle est l'orientation que nous donnons? Et ce n'est pas nous-mêmes qui sommes à l'origine de ces pléthores de partis politiques ou des partis politiques et mallettes. Commençons par exemple par fixer les seuils. Ça a été fait, on a fixé le 1, mais pourquoi on ne peut pas aller à 3%? Pourquoi on ne peut pas aller à 3%? Par exemple, voilà les types de réflexions. Ça peut nous aider à provoquer les regroupements politiques. Alors, il faudrait maintenant avoir le courage de dire, dès l'instant où les partis sont dans un regroupement politique, ils disparaissent. Il faut avoir l'audace. Mais les acteurs politiques... violer encore les libertés des gens. Hein. Ce n'est pas violé. Ce n'est pas violé. Parce que si vous-même vous allez dans un regroupement, il faut que la loi dise et maintenant les regroupements deviennent maintenant la structure politique et tous les autres disparaissent. On vous laisse la possibilité de vous exprimer dans l'exercice de vos droits politiques. Mais parce que tout ça, ce sont des Est-ce qu'on ne peut pas penser les modes de scrutin? Les modes de scrutin également peuvent être à l'origine, peut-être considéré comme étant un mécanisme correctif justement de ces pléthores de partis politiques. Et ça, c'est la solution qui ne peut venir que de la loi électorale. Là, ce n'est pas un problème, la Constitution. Mais on a connu beaucoup de lois électorales depuis 2006, 2011, 2018. Les acteurs politiques ne se mettent pas toujours d'accord. Les problèmes se situent à ce niveau-là. Les problèmes, ce n'est pas la Constitution. Les problèmes, maintenant, c'est là. Les acteurs politiques qui votent cette loi-là à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils les font en fonction de leurs intérêts. Et après les processus électoraux, maintenant, c'est tout le monde qui déplore. Mais est-ce qu'il ne faudra-t-il pas, parce que c'est ça ce que les gens disent, certains pensent qu'il y aura toujours division sur certaines questions au sein de notre société entre acteurs politiques, d'où recourir au peuple souverain qui va trancher. Parce que même si aujourd'hui on mettait en place cette commission nationale-là, il y aura toujours ceux qui vont s'opposer. Alors, mieux vaut recourir au souverain primaire, le peuple, lors des référendums. C'est lui qui aura le dernier mot et trancher. Mais allons beaucoup plus loin. Si par exemple pour vous les recours au peuple peut être la solution, qu'est-ce que le peuple connaît au mécanisme de fonctionnement des institutions? La voie référendaire consiste à permettre à ce que le peuple vote oui ou non. Et après sensibilisation, après des campagnes, sensibilisation, après que l'on aille informer mais le peuple suit les discours que nous voulons qu'il puisse suivre, qu'il puisse écouter. Le peuple suit, le peuple est facilement manipulable. Ah bon? Vous croyez que vraiment le peuple... la maturité du peuple congolais? Vous croyez que vraiment le peuple peut comprendre la technicité que nous avons de la Constitution? Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans l'article 217 de la Constitution. Je sais pas, peut-être vous pouvez lire ça, peut-être. Où on dit la République démocratique du Congo, du fait de ses engagements panafricains, peut accepter l'abandon d'une partie de son territoire ou de sa souveraineté. Mais une disposition comme celle-ci,
comment nous sommes en train de vendre ça au peuple? On dit, ah, comme nous sommes dans l'East African Community, voilà les Rwandais veulent des terres chez nous, voilà l'Ouganda veut des terres chez nous. Mais ça, c'est une approche erronée même de la Constitution. Mais c'est à ce peuple-là que nous allons vendre justement cela pour, c'est-à-dire ces produits, pour obtenir de lui peut-être le soutien d'un changement ou bien de la révision de la Constitution. On avait fait recours à lui en 2005 lors du référendum, hein? Donc on doit aussi quand même croire on ne refuse pas. Une fois que l'on refuse pas. Sensibilisé, informé sur les biens fondés, de ce à quoi on va... Mais cette sensibilisation est toujours partisane. C'est ça maintenant le problème. Cette sensibilisation est partisane. Si nous sommes les partisans d'une révision ou bien d'un changement de la Constitution et que nous sommes majoritaires, nous allons imposer notre point de vue. Non, mais l'opposition est là pour aussi sensibiliser le peuple à voter. Oui ou non, c'est ça aussi la démocratie. Je ne refuse pas qu'on recourt au peuple. Le président nous a fait comprendre qu'il va mettre sur pied cette commission. Moi, je veux maintenant que cette commission soit instituée pour poser maintenant de vraies questions, pour avoir un débat mature. Commission-là. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Moi, j'aimerais sincèrement que vous fassiez partie de cette commission-là. Ça sera une très bonne chose. Merci, monsieur le professeur, d'avoir accepté notre invitation. Je crois que ça ne s'est pas la dernière fois. J'espère bien, merci bien. On pourra faire recours à vous, professeur Barwani, pour des questions techniques et surtout des questions liées au droit. Merci bien. Merci. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision, votre chaîne. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine.